Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Moi, j'ai mangé des beignets avec du haricot, avec une bouillie chaude qui comportait du gingembre et du citron. Et j'ai eu à consommer une boisson naturelle à base d'ananas. C'était à Yaoundé, dans un restaurant qui s'appelle Chop et Yamo. Et lorsque je rentrais, j'ai rencontré une dame qui faisait aussi de la bouillie. Et le simple fait d'humer cette odeur m'a rappelé encore ce repas copieux et délicieux que j'ai eu à consommer en journée. Vous, qu'est-ce que vous avez mangé hier? En réalité, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de stimuler votre mémoire à travers deux techniques qui permettent de restituer l'information que vous avez dans votre cerveau. La première, c'était le questionnement. Parce que quand je vous pose la question qui est celle de savoir qu'est-ce que vous avez mangé hier, c'est le questionnement. Et quand je vous questionne, l'objectif, c'est d'aller retrouver dans votre cerveau l'information de ce que vous avez mangé hier. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle le stimuli. Je vous ai dit, quand je rentrais hier, j'ai humé l'odeur d'une bouillie qui était similaire à ce que j'ai consommé. Et directement, ça m'a rappelé l'instant au restaurant Chop et Yamo et tout ce que ça comporte. Ça, c'est le stimuli. En réalité, ce sont les deux techniques de restitution de l'information dans votre cerveau ou alors de restitution de votre mémoire. Le questionnement et le stimuli. Mais avant d'aller dans la restitution de l'information, il faut qu'on se pose d'abord la question sur le stockage. Comment est-ce que l'information est stockée dans votre cerveau? Lorsque vous vous rendez dans un restaurant comme le restaurant Chop et Yamo où j'étais hier et que vous mangez, vous consommez de la bouillie, ce qui se passe, c'est qu'il y a une stimulation au niveau de vos organes de sens. Les organes de sens principaux, c'est les yeux qui contrôlent la vision, c'est le nez qui contrôle l'odorat, ce sont les oreilles qui contrôlent l'ouïe, c'est la bouche ou plus spécifiquement la langue qui contrôle le goût et ce sont les mains qui contrôlent le toucher. Lorsque vous arrivez dans un restaurant pareil, tous ces organes de sens sont stimulés. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de votre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une partie de votre cerveau qui appartient à ce qu'on appelle le système limbique, dont j'aime bien vous taquiner avec et qui contrôle principalement la mémoire et tout ce qui est navigation spatiale. Et ce qui se passe donc, c'est qu'il y a une information qui va donc arriver au niveau de l'hippocampe. Et l'hippocampe va créer ce qu'on appelle un alliage spécifique avec les aires de sens. C'est-à-dire les différents sens qui ont été stimulés pendant le moment où vous étiez au restaurant. Et ce sont donc ces alliages spécifiques et uniques là qui vont vous permettre de garder l'information de l'instant où vous étiez au restaurant, vous étiez en train de manger, vous étiez en train de prendre des beignets, de boire de la bouillie, etc. Ça, c'est le fonctionnement du stockage de la mémoire dans votre cerveau. Maintenant, lorsque je viens vous poser la question, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Là, je suis en train de vouloir vous pousser à restituer les informations de votre cerveau en utilisant la première technique qui s'appelle le questionnement. Et quand je vous pose la question, ce qui se passe, c'est que ça va d'abord commencer par le cortex frontal. Le cortex frontal, c'est une partie de l'encéphale qui est située en avant du cerveau. Et quand ça va quitter le cortex frontal, ça va arriver au niveau de l'hippocampe. Quand ça va arriver au niveau de l'hippocampe va donc rechercher l'alliage unique ou alors les alliages spécifiques avec les organes de sens qui correspondent à la question que j'ai posée, notamment en ce qui concerne ce que vous avez mangé. Et c'est lorsque vous allez donc connecter ces informations avec ces alliages spécifiques qui sont liés à vos organes de sens que vous allez vous dire oui, hier, j'étais au restaurant Chop et Yamo. J'ai mangé des beignets, j'ai bu de la bouillie, j'ai mangé du haricot, etc. Donc là, vous commencez à restituer l'information en partant du questionnement. Alors, la restitution peut aussi se faire avec le stimuli. Le stimuli, ça peut par exemple être une odeur. Parce que quand je dis stimuli, comprenez tout ce qui permet de stimuler les organes de sens. Vous êtes en train de marcher, vous humez une odeur qui a un goût spécifique, par exemple en ce qui concerne la bouillie. Et ce stimuli qui est dans cette odeur-là va donc parcourir le même chemin dans votre cerveau, c'est-à-dire le cortex frontal, ensuite l'hippocampe, ensuite les aires spécifiques qui correspondent à cette odeur qui vont aller donc se relier à l'alliage unique qui est lié donc à votre odorat. Et ça va vous rappeler que oui, l'odeur s'y correspond
à l'odeur de la bouillie que j'avais eu à consommer au restaurant Chopeyamo, où il y avait le gingembre, il y avait le citron, etc. Et c'était très bon. Voilà comment fonctionne la mémoire dans notre cerveau. La mémoire de notre cerveau n'est pas comme la mémoire d'un ordinateur, où vous allez prendre une information, vous allez l'enregistrer dans l'ordinateur, ça va être stocké dans le disque dur ou alors dans une mémoire flash, ou plutôt dans une carte mémoire, si c'est peut-être le cas d'un téléphone qui prend des cartes mémoire. Et lorsque vous avez besoin de l'information, vous revenez chercher l'information dans le dossier dans lequel vous avez stocké. La mémoire du cerveau ne fonctionne pas comme ça. La mémoire du cerveau fonctionne exactement comme je vous ai expliqué. Et l'élément fondamental de cette mémoire, ce sont les neurones. La neurone, ou plutôt le neurone, pardon, ou la cellule nerveuse, c'est l'unité de base fonctionnelle du cerveau. Et le neurone a donc cette spécificité qui est dans l'excitabilité et surtout la transmission de l'influx nerveux. Quand on dit influx nerveux, c'est un peu comme du courant électrique. Donc, quand je vous parlais d'alliage unique et spécifique tout à l'heure, en réalité, c'est du courant électrique qui se crée. Et c'est ce courant électrique-là qui permet de conserver l'information dans votre cerveau avec la connexion qui est liée à l'hippocampe et surtout avec les organes de sens. Alors, c'est très important ce que je suis en train de dire parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une très bonne mémoire ou une mauvaise mémoire ou avoir des trous de mémoire. Alors, un autre élément important et fondamental, c'est le fait que lorsque vous voulez mémoriser une information, la technique que vous devez utiliser s'appelle la consolidation. Parce qu'en réalité, pour mémoriser, il faut consolider les connexions qu'il y a entre les neurones. Maintenant, lorsque deux neurones sont connectés, ça donne ce qu'on appelle la synapse. La synapse, c'est une connexion qu'il y a entre deux neurones qui va permettre donc à ce que l'information soit, j'ai envie de dire, l'information qui vient avant la synapse soit rendue fonctionnelle grâce à la synapse qui va permettre à la cellule en aval, qui peut être un autre neurone ou alors tout simplement une cellule nerveuse ou tout autre type de cellule, de pouvoir exécuter l'action qui correspond au stimuli. Je prends un exemple. Si un neurone est connecté par exemple à un muscle à travers une synapse, s'il y a un influx nerveux qui quitte du neurone, lorsque ça va arriver au niveau de la synapse peut donc donner l'information motrice au niveau du muscle ou plutôt de la cellule musculaire de se contracter. Donc ça, c'est la synapse. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est le fait que pour pouvoir avoir une mémoire qui fonctionne de manière optimale, il faut consolider les informations qui sont contenues dans les influx nerveux et qui connectent les neurones à travers les synapses ou alors les cellules nerveuses et les autres cellules. Et la consolidation se fait par deux canaux. Le premier canal de la consolidation, c'est ce qu'on appelle la consolidation consciente. La consolidation consciente, c'est par exemple le fait de faire quoi? C'est le fait de lire, c'est le fait d'écouter, c'est le fait de suivre une information et c'est le fait de répéter cet exercice plusieurs fois. C'est pour ça que vous allez par exemple remarquer que si vous regardez une chaîne de télévision comme Trace, vous allez vous rendre compte qu'on peut diffuser une chanson plusieurs fois en une seule journée. En fait, eux, en utilisant cela, c'est une technique qui permet de consolider l'information de manière consciente. Parce que quand vous allez regarder l'information plusieurs fois, ça va consolider dans les influx nerveux qui sont liés à ces informations du fait que ça stimule plusieurs de vos organes de sens, comme je l'ai cité antérieurement. Donc ça, c'est la première technique de consolidation. Si par exemple, vous lisez un document ou alors vous lisez un article scientifique et que vous relisez le même article plusieurs fois, ça consolide de manière consciente l'information. Si par exemple, vous êtes en train de préparer un repas et vous faites la même préparation plusieurs fois, ça consolide l'information de la technique de préparation de ce repas dans votre cerveau et ça rend donc la connexion entre les neurones solides. C'est ça qu'on appelle une consolidation consciente qui va permettre à ce que lorsqu'on va utiliser le questionnement, comment préparer ce repas, ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous rappeler. Lorsqu'on va utiliser le questionnement, par exemple, qui est celui de savoir une autre question, qu'est-ce que vous faisiez hier à 16 heures, ça va vous permettre de rapidement vous rappeler qu'en réalité, hier à 16 heures, j'étais en train de faire ça. Alors, deuxième méthode de consolidation, c'est ce qu'on appelle la consolidation inconsciente. La consolidation inconsciente se produit pendant le sommeil parce que pendant que vous êtes en train de dormir, il y a un mécanisme de consolidation qui se produit qui permet encore de structurer et de solidifier les influx nerveux et de vous permettre de retenir encore de manière beaucoup plus efficace. C'est pour ça qu'il est recommandé d'étudier et de dormir juste après parce que juste après, il y a un mécanisme de consolidation inconscient qui permet de mieux mémoriser ce que vous avez appris juste avant. Alors, tout ça est fondamental
Qu'importe ce que vous faites dans votre vie, hein. Je veux dire, si vous êtes un salarié, vous avez besoin de retenir ce qu'on vous donne comme information, vous avez besoin de retenir les process, vous avez besoin de retenir le nom des clients, parce que lorsqu'un client vient et il se rend compte que vous vous rappelez de son nom, ça augmente son capital sympathie vis-à-vis de l'entreprise. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin de retenir des informations concernant, par exemple, des conversations, vous avez besoin de retenir des informations qui sont contenues dans des contrats, dans des conventions, vous avez besoin de retenir des informations que vous avez eu à lire dans des livres, vous avez besoin de retenir les techniques que vous avez eu à utiliser. Si vous êtes un fonctionnaire, vous avez besoin de retenir les informations sur le protocole, vous avez besoin de retenir les informations que votre patron hiérarchique vous a données, vous avez besoin de retenir toutes sortes d'informations qui vous permettent d'être optimal. Si vous êtes un élève, vous avez besoin de retenir les informations qui correspondent à ce qu'on va proposer comme évaluation. Si vous êtes en train de faire un examen, vous avez besoin de retenir les informations en histoire, en géographie, en mathématiques, en physique pour faire les exercices et passer vos examens. En fait, qu'importe ce que vous faites dans la vie, vous avez l'obligation de comprendre comment votre cerveau fonctionne pour utiliser de manière optimale votre mémoire. La mémoire est fondamentale, qu'importe ce que vous faites dans votre vie. Si vous ne comprenez pas comment la mémoire fonctionne, vous seriez un lapin dans la société, tout simplement. Alors maintenant, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsque vous voulez utiliser de manière optimale votre mémoire. Et pour vous faire comprendre pourquoi vous ne devez pas commettre ces erreurs, je vais vous demander de faire un autre exercice. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Je vais vous donner 10 secondes pour que vous puissiez retenir le numéro sans noter quelque part. Et après, je vais vous demander de me restituer le numéro avec la technique du questionnement. Alors, voici le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 677 61 90 11. Je vais vous donner 10 secondes. Vous retenez le numéro. Et après, je vais vous demander de me redonner le numéro en commentaire. Il manque 5 secondes. Les 10 secondes sont écoulées. Donnez-moi le numéro en commentaire si vous avez retenu. Et en réalité, ce que je viens de faire, je viens de tester votre mémoire sur le court terme. Parce que quand je vous donne un exercice comme celui-là, en général, ce que les gens font, c'est de se répéter le numéro plusieurs fois dans la tête. Répétez le numéro de telle sorte que quand je vais poser la question, vous puissiez vous rappeler directement et restituer le numéro. Mais ça, c'est un danger. C'est une technique qu'il ne faut pas utiliser. Parce que c'est une technique qui, lorsque vous aurez restitué l'information va partir de votre cerveau, du moins de la partie consciente de votre cerveau. Et en général, c'est ce que les élèves utilisent, c'est ce que les étudiants utilisent en faxant. Vous allez faxer les épreuves, vous allez faxer les cours, vous allez faxer. Dès que l'évaluation vient, vous restituez rapidement. Vous devenez le major, mais 2 mois après, vous avez tout oublié de ce que vous avez faxé. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé une technique de mémoire sur le court terme qui ne permet pas de consolider les informations dans votre cerveau. Parce qu'en réalité, quand vous vous répétez ça plusieurs fois dans votre tête, c'est parce que vous n'avez pas envie d'oublier. Et votre cerveau se dit, bon, ok, comme je n'ai pas envie d'oublier, je vais essayer de consolider ça maintenant. Dès qu'on va te poser la question, je restitue. Mais étant donné qu'il n'y a pas un travail de consolidation conscient et inconscient sur le long terme, vous allez donc oublier l'information sur le long terme et vous ne serez plus capable de donner ce même numéro de téléphone dans 6 mois ou dans 1 an. Pour ceux qui ont eu la justesse de retenir le numéro, c'était mon numéro. Donc, si vous l'avez eu, si vous voulez m'écrire, que ce soit sur un réseau social de messagerie instantanée ou n'importe quel autre canal, vous pouvez m'écrire et on pourra discuter, on pourra parler de ce que vous voulez. C'était un peu le cadeau que je décidais de vous offrir à travers ce petit exercice. Alors, deuxième chose, on a parlé de la mémoire sur le court terme. Maintenant, je vais parler de la mémoire sur le long terme. Alors, la mémoire sur le long terme fonctionne principalement à travers les émotions. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui a un rôle fondamental dans le processus de la mémoire, ou plutôt dans le circuit de stockage et de déstockage, ou plutôt de restitution de l'information dans votre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Ce qui veut donc dire que pour que l'information reste longtemps dans votre cerveau, il faudrait absolument que les émotions interviennent. Et là, dans ce qui concerne la mémoire à long terme, il y a plusieurs types de mémoire à long terme. Il y a par exemple la mémoire à long terme qui est liée par exemple aux événements. Ça veut dire que c'est une mémoire qui est liée à un événement bien spécifique. Je prends un exemple, votre mariage. Je prends un autre exemple, le jour de votre accouchement. Si je vous demande quand est-ce que s'est produit votre premier accouchement pour les femmes qui ont déjà accouché,
c'était dans quel hôpital, l'enfant avec quelle masse, il avait par exemple, il a pleuré après combien de temps, vous êtes sorti de l'hôpital combien de jours après, vous allez vous rendre compte qu'une femme qui a déjà accouché ne va pas oublier le premier jour ou alors le jour de son premier accouchement. Non seulement elle va se rappeler du jour, elle va se rappeler de tous les événements qui tournent autour, comme la masse du bébé, comme par exemple le médecin, comme l'hôpital, comme le nombre de jours après qu'elle est sortie, etc. Par contre, supposons que cette femme a eu à accoucher il y a de cela 20 ans. Si je demande à cette même femme, qu'est-ce que vous faisiez le 10 février 2020 à 15 h, la probabilité qu'elle ait oublié est de plus de 95%. Pourquoi? Parce que la date que je viens de donner ne correspond pas à un événement qui est fort en émotion. Et quand il n'y a pas de fortes émotions, on oublie facilement. Parce que les émotions font partie des éléments fondamentaux qui permettent de retenir des informations pendant longtemps. Donc, la première forme de mémoire à long terme, en fait, c'est une mémoire qui est liée à un événement, qui est liée à une circonstance, qui est liée à une forte charge émotionnelle qui nous a poussé à retenir pendant longtemps cette information. C'est pour ça que pour consolider une information sur le long terme, il faut utiliser la charge émotionnelle et il faut utiliser la répétition. La charge émotionnelle permet de se rappeler facilement sur le long terme et la répétition permet de faire cette consolidation consciente et bien évidemment, il y a aussi la consolidation inconsciente qui se produit pendant le sommeil. Alors, une autre forme de mémoire sur le long terme, c'est par exemple la mémoire, j'ai envie de dire... comment je vais appeler cette mémoire? C'est une mémoire qui est liée à des mécanismes automatiques qui se produisent de manière mécanique lorsqu'on maîtrise déjà exactement comment est-ce que ça se passe. Je prends un exemple. Lorsque vous apprenez à conduire un véhicule, ce qui se passe, c'est que au départ, vous êtes conscient de tout ce que vous êtes en train de faire. Mais à un moment, quand vous maîtrisez déjà la conduite, vous pouvez commencer à conduire un véhicule en téléphonant. Vous pouvez commencer à conduire en parlant. Ça veut dire que vous avez atteint un automatisme qui vous permet de pouvoir conduire le véhicule sans avoir forcément besoin de regarder encore le frein à main, de vous rassurer si vous êtes en train d'appuyer sur l'accélérateur ou alors si vous êtes en train de freiner, etc. Et c'est à ce moment donné que vous comprenez qu'en réalité, le fait d'accumuler un certain nombre de tâches et de le faire de manière automatique régulièrement, ça vous permet de pouvoir comprendre exactement que sur le long terme, vous allez être capable de pouvoir reproduire cela très facilement. Ça aussi, c'est une autre forme de mémoire sur le long terme. On appelle ça la mémoire procédurale. Alors, c'est très important de comprendre les types de mémoire sur le long terme. Parce que si vous ne comprenez pas que sur le long terme, il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire sémantique qui est liée à vos connaissances, qui est liée à toutes les connaissances théoriques, pratiques, le savoir-faire que vous développez au quotidien. C'est globalement ça, les types de mémoire sur le long terme. Il y a la mémoire sémantique, comme je l'ai dit, la mémoire procédurale et la mémoire circonstancielle, ou alors la mémoire qui est liée à des événements, qui est liée à des activités qui ont généré de fortes charges émotionnelles en vous. Ça veut dire que s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est que si vous voulez avoir une très bonne mémoire, vous devez comprendre comment votre cerveau fonctionne, comprendre comment la mémoire est stockée et comment la mémoire est restituée et comprendre que les éléments fondamentaux, c'est la charge émotionnelle et la répétition consciente et inconsciente, ce qui va vous permettre de manière beaucoup plus efficace de pouvoir travailler sur votre mémoire et faire en sorte que votre mémoire soit toujours et toujours optimale. Pour terminer cette vidéo, je vais vous prendre quelques cas de figure qui arrivent souvent. Parfois, il peut arriver que vous restez au salon et vous vous dites, il faudrait que j'aille à la cuisine prendre le couteau. Et quand vous vous levez, vous arrivez à la cuisine, vous ne savez plus pourquoi vous êtes venu à la cuisine. Vous vous dites, mais attends, je suis même venu à la cuisine faire quoi? Après, vous rentrez. Et c'est quand vous arrivez encore au salon que vous vous dites, waouh, c'est vrai, je devais aller prendre le couteau à la cuisine. Vous repartez à la cuisine chercher le couteau. Pardon, le couteau au lieu du trou. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça, c'est un trou de mémoire et c'est quelque chose qui se produit assez régulièrement. Et ça, c'est l'exercice que je vais vous donner avant de clôturer cette vidéo. Qu'est-ce qui peut expliquer les trous de mémoire? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que quelqu'un, à un moment donné, devienne amnésique? Ça veut dire que vous lui posez une question par rapport à un événement qui s'est produit, qui normalement, il ne devrait pas l'oublier et il ne se rappelle plus. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un, à un moment donné, à ne pas se rappeler du jour de son mariage, à ne pas se rappeler du jour de sa première grossesse, à ne pas se rappeler de ce qui vient de se produire? Ça veut dire, par exemple, la personne vient de se lever, il est 8 heures,
et nous sommes 9 heures, et vous demandez à la personne qu'est-ce que tu as fait depuis que tu t'es levé, la personne ne se rappelle plus. Qu'est-ce qui peut être la cause de l'amnésie ou alors des troubles de la mémoire globalement? Donc ça, c'est l'exercice que je vais vous demander de faire pour que ça vous permette aussi de travailler votre mémoire sémantique, votre mémoire procédurale, si c'est le cas, ou alors de travailler votre mémoire, j'ai envie de dire, circonstancielle, qui est liée à des événements. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et ce que je vous recommande, dès que vous découvrez une nouvelle chose, il faut consolider cela de manière consciente et de manière inconsciente. Et surtout, il faut associer de très fortes charges émotionnelles dessus. Ça peut être fait volontairement pour que vous puissiez retenir ça sur du très long terme. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de simplifier le maximum possible des notions fondamentales sur le fonctionnement de la mémoire et de la physiologie de votre cerveau pour que vous puissiez comprendre. Et j'ai essayé de vous rendre accessibles ces informations parce que vous devez vous imaginer, je n'ai pas voulu utiliser des termes trop techniques qui vont perdre tout le monde, alors qu'en réalité, mon objectif, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes, même un enfant, puisse comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est un exercice que vous devez faire. Le fait aussi pour moi de faire une vidéo chaque matin, c'est un exercice de mémoire. Si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué depuis 20 minutes déjà, parce que la vidéo tend déjà à 21 minutes, c'est un exercice de mémoire. Parce qu'à force de faire des vidéos où je vais parler de certaines thématiques, où je vais développer dessus, à force de le faire, ça crée donc un mécanisme de consolidation conscient. Lorsque je vais dormir, ça va créer une consolidation inconsciente. Mais surtout, vous allez vous rendre compte que chaque fois que je fais des vidéos, j'aime raconter des histoires. Raconter les histoires, c'est une technique pour associer à mes vidéos ou alors à ma pédagogie des émotions. Et je vous ai bien expliqué ça tout à l'heure, que la charge émotionnelle permet de retenir pendant longtemps. Ce qui fait que si moi, par exemple, j'oublie un aspect, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me rappeler de l'histoire. Et dans l'histoire, il y avait une forte charge émotionnelle. Les émotions sont au nombre de plusieurs. Là encore, je vais vous donner un exercice d'aller chercher les types d'émotions. Il y a ce qu'on appelle les émotions primaires, les émotions composées. Vous allez aller chercher de quoi il s'agit. Et ces émotions vont me permettre de me rappeler que oui, telle notion était liée à ça. Telle notion, c'était encore ça. Telle formule, c'était comme ça. Telle statistique, c'était plutôt ça au lieu de ça. Donc, je n'ai pas forcément besoin de m'encombrer le cerveau en récitant, comme les élèves le font généralement, comme les étudiants le font. Non, moi, je n'ai pas besoin de réciter. Moi, je suis en train de parler depuis plus de 22 minutes. Je n'ai pas eu besoin de réciter. Je n'ai pas un document en main. Je n'ai pas un livre. Je n'ai pas une diapositive qui est à côté de moi. Non. Ce n'est pas pour autant que je ne suis pas cohérent dans ce que je fais. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas un fil conducteur que je ne suis. Je ne parle pas au hasard. Tout ce que je dis a un sens, suit une chronologie. Et c'est parce que j'ai eu à travailler ma mémoire de manière très efficace. C'est ça qui me permet de pouvoir le faire. Et je peux le refaire 1001 fois. Et je n'aurai pas besoin de dire la même chose. Parce que si je dois refaire une autre vidéo pour parler de la même chose, je ne vais pas utiliser les mêmes mots, je ne vais pas utiliser la même approche. Parce que j'ai déjà eu à exercer ma mémoire suffisamment pour que, qu'importe le cas de figure, je peux m'adapter. Si je dois parler de la mémoire devant les médecins, je ne vais pas parler de la même façon que devant un élève. Je ne vais pas parler de la même façon que devant quelqu'un qui n'a pas eu à faire l'école. Je ne vais pas parler de la même façon que devant, par exemple, j'ai envie de dire un scientifique ou un chercheur. Ça veut dire, en fonction de l'audience, je vais modifier ma manière de présenter la même chose. Et ça aussi, c'est un exercice de mémoire. Et ce que vous devez savoir, c'est que le plus grand savoir, c'est la capacité à pouvoir simplifier ses connaissances pour les rendre accessibles à n'importe qui. Si vous n'êtes pas capable de simplifier vos connaissances pour les rendre accessibles à un enfant de 7 ans, pour les rendre accessibles à une Bayam Salam, pour les rendre accessibles à un élève, pour les rendre accessibles à un scientifique, si vous n'êtes pas capable de pouvoir modeler votre manière de transmettre vos connaissances pour que ce soit accessible à n'importe qui, en réalité, ça veut dire que vous-même, vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Ne soyez pas comme les débatteurs du dimanche qui, lorsqu'ils expliquent des choses que personne ne comprend, c'est là où on applaudit que non, ce gars, il est très fort, hein. Il a un vocabulaire extraordinaire que personne ne comprend. Si personne ne comprend, ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'atteindre votre objectif. Ça veut dire que vous êtes en train de vous parler à vous-même. Et vous n'avez donc pas qualité pour parler aux autres qui n'ont pas fait les mêmes études que vous, qui n'ont pas le même vocabulaire que vous, ou alors le même niveau de grammaire que vous. Et vous êtes en train de vous impressionner en fait vous-même. Vous croyez que vous êtes intelligent, mais en fait, vous n'êtes que l'obésité de votre inconsistance intellectuelle. C'est pour ça que j'ai décidé d'adopter le pseudonyme d'assassin pour assassiner ceux qui souffrent d'obésité d'inconsistance intellectuelle. Passez une bonne journée.